Bonjour Rudolf Sperl, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui PDG d'une concession automobile de marque BMW et Mini en Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin. Et donc ça donne pour la Guadeloupe, parce que vous avez un sigle, AAG. Alors, il faut entendre ambition automobile Guadeloupe. C'est ça. Et pour la Martinique c'est pareil, mais il y a un supplémentaire. Oui, C'est Antilles. c'est ça. Antilles-Martinique, ça donne 3 AM, et puis ASM pour Automobile Ambition Non, Automobile Saint-Martin. Automobile Saint-Martin. Merci en tout cas de ces précisions. Une activité en tout cas qui fait écho à un univers propre à celui du magazine Ouvango, que vous avez peut-être vu. En l'occurrence, l'automobile et les mobilités dans les Outre-mer. Depuis un peu plus de 2 ans, vous êtes consul honoraire d'Allemagne, aux Antilles et en Guyane, donc. J'ai noté d'ailleurs que 2 de vos prédécesseurs à cette fonction de consul honoraire, Bernard Ayotte et Bruno Blandin, avaient aussi à voir avec le monde de la construction automobile. Alors je me demande si c'est un hasard, vous nous direz ce qu'il en est tout à l'heure. On vous présente parfois comme un manager en mouvement constant, exigeant, avec une très forte capacité de travail et de projection. Propos vus, vous vous en doutez, sur votre profil LinkedIn. Quand d'autres, à l'évocation du nom Rudolf Sperl, pensent forte personnalité, haute en couleur, voire baratineur. L'Alsacien d'origine que vous êtes, diplômé d'HEC Paris, parlant 3 langues, dont l'allemand, bienvenue pour votre business, titulaire de MBA, se reconnaît-il dans cette esquisse de portrait? Oui, donc c'est très flatteur déjà pour une partie en tout cas. Et donc je précise que c'est bien sur mon profil, mais ce sont des recommandations faites par d'autres personnes. C'est pas mon commentaire. Donc le reste, c'est factuel, à part peut-être quelques éléments, mais D'accord. c'est pas grave. Et sur le détail concernant le fait que vous êtes consul honoraire et qu'avant vous, il y avait 2 personnalités ça. qui ont été aussi... Il y a une relation entre les deux? Une relation, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que pour représenter l'Allemagne dans les DOM, c'est bien d'avoir des relations avec l'Allemagne, et ça peut se passer effectivement à travers la représentation de marques allemandes. Donc pour le groupe Ayotte, c'était dans la pharmacie et d'autres produits, et l'automobile aussi. Et pour le groupe Blandin, de la même façon, puisque c'est eux qui avaient BMW, Mini auparavant. Et ça veut dire que ceux qui vous acceptent de vous nommer consul ont bien en tête justement le fait que vous soyez en contact avec des sociétés allemandes, on peut le dire comme ça? Oui, ça favorise la démarche si on veut, mais de toute façon ça se passe sur recommandation exclusivement. Et donc il y a une enquête qui est menée qui est à la demande des autorités allemandes avant de nommer quelqu'un, et c'est que quand tout le monde est bien d'accord que la nomination peut se faire. Très bien, vos relations avec l'outre-mer remontent à quand? J'ai eu d'ailleurs que vous aviez fait une traversée transatlantique à voile et en solitaire, et vous l'aviez conçu comme un parcours initiatique, c'est la question que je voulais vous poser, mais j'ai noté aussi que ce passage date de 1992, et j'ai noté que c'était l'année qui marquait le 500e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Disons, vous avez pensé à ça? C'était en janvier-février que vous avez fait ça, je crois. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc l'histoire est beaucoup plus simple que ça. C'est que moi je suis né pendant le voyage de mes parents en voilier. Je suis né à Sidi Ifni au Maroc. Et donc j'ai fait avec 28 ans d'écart exactement le même trajet, donc avec la traversée de l'Atlantique. Bon, moi je l'ai fait tout seul. Et donc je leur ai envoyé les photos au fur et à mesure de mes étapes. Donc l'objet c'était plus ça, et effectivement un parcours initiatique certainement, puisque ça transforme quelqu'un. Et c'était un premier contact avec l'outre-mer? Je crois que vous êtes arrivé en Guyane, c'est ça? Oui, je suis arrivé en Guyane. Et oui, tout à fait, puisque à l'âge de 2 ans, j'étais déjà en Guyane, mais je n'avais pas de souvenir. J'ai juste vu une photo de moi sur la plage, à la plage de Kourou. Mais donc ça a toujours fait partie de mes rêves de pouvoir découvrir d'autres endroits, de découvrir les dom-toms, et à travers les lectures de 200 livres de voyage, toute la collection Artaud, etc. Donc ça vous pousse quand vous grandissez en Alsace, après à avoir d'autres horizons. Et vous avez un souvenir particulier de cette traversée?
Ah, j'en ai plusieurs. Ça un peu long si je dois. Non, non, mais une par exemple qui vous a particulièrement marqué. Moi, j'ai entendu des gens qui disaient qu'à un moment, ils se réveillaient le matin et brusquement, ils voyaient, ou le soir, au moment où la lune apparaissait, des espèces de dômes et ça représentait, je crois, des baleines qui ont je ne sais trop quel animal marin. Non, alors si on veut parler de souvenirs positifs, c'est le soir de Noël. Et donc je m'étais offert un cadeau pour cette occasion, c'est que j'ai ouvert une boîte de tranches d'ananas que j'ai donc dégusté. Et j'ai entendu, donc c'était au large des côtes marocaines, et j'ai entendu un bruit, mais comme la respiration d'un asthmatique. Alors j'étais très inquiet parce que j'ai dit, bon, peut-être que quelqu'un est monté à bord à la dernière escale, et donc je suis sorti. Et c'est là effectivement où on voyait, il y avait la pleine lune, et ce sont les dauphins en fait qui accompagnaient le bateau, qui faisaient ce bruit. Et le sillage devant les côtes marocaines, c'est très poissonneux parce qu'il y a beaucoup de plancton et qui est phosphorescent en fait. Et ça c'est très beau. C'est magnifique. C'est un de mes plus beaux souvenirs, un sillage phosphorescent derrière le bateau qui était accompagné donc des dauphins qui laissaient aussi un sillage phosphorescent. C'est le plus beau cadeau de Noël que je puisse rêver à ce moment-là. Et tous ces événements, ça sert un peu dans votre activité d'aujourd'hui de PDG, d'entreprise orientée sur la question de l'automobile, sur les automobiles. Ouais, je pense que ça forge quelqu'un ça vous donne beaucoup d'humilité parce que la nature ne pardonne pas. Surtout quand vous êtes seul face aux éléments, il n'y a qu'une seule personne sur Terre à qui on peut s'adresser, c'est soi-même. Donc il faut assumer et faire face aux choses, encore une fois avec humilité et essayer de trouver des solutions. Donc ça, dans un domaine compétitif comme l'automobile, c'est très utile. On reviendra plus en détail dessus, mais un point encore sur votre personnalité, surtout que vous êtes vice-président d'un club-service, le Rotary du Lamentin. Je précise que c'est le Lamentin de Martinique, c'est bien cela? C'est ça, oui. Très bien. Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'adhérer à un club-service comme ça par rapport à votre activité pour le reste? Ça, c'est vraiment énorme. C'est aussi une école de la vie. Je conseille vraiment à tout le monde de faire au moins cette expérience. Parce que quand vous vous retrouvez avec des personnes qui ont au moins autant de problèmes que vous, qui sont la plupart, ils sont à des postes de responsabilité ou chefs d'entreprise ou autres, qui ont encore une fois au moins autant de difficultés que vous auxquelles ils doivent faire face, décider qu'ils consacrent un temps précis à l'humanitaire, quels que soient leurs propres problèmes personnels, c'est une leçon. Quand ensuite vous voyez des personnes qui... On a aidé par exemple un jeune haïtien qui faisait de brillantes études et qui, lors du tremblement de terre en Haïti, a perdu la moitié de sa famille et sa jambe. On lui a offert une prothèse et puis toute la rééducation qui allait avec. Quand il vous raconte son histoire, vous vous dites que vous n'avez jamais rencontré aucun problème de votre vie. Parfois, on est amené à se plaindre parce qu'il y a des difficultés dans la vie. Mais quand vous rencontrez des gens qui ont de vrais problèmes, ça vous remet bien sur terre, hein, c'est un peu comme la traversée, c'est pareil, ça vous remet bien en face des réalités, vous dites bon, ça va, il y a quand même pire sur terre, et c'est bien de pouvoir contribuer, de faire quelque chose, et de se dire le soir, bon, on a fait quelque chose peut-être un peu plus intéressant que juste être devant la télé ou faire autre chose. Là, c'est enrichissant pour le cœur. Voilà. Parlons maintenant d'automobile. Ambition Automobile Antilles-Martinique, c'est un peu le nom de votre concession sur la Martinique en tout cas. À quand faites-vous tout simplement remonter votre intérêt, j'ai envie de dire votre passion pour l'automobile au point d'en faire votre métier, et comment parvient-on aussi à la tête d'une concession automobile? Donc à quand ça remonte? Quand je suis arrivé en Guyane, j'avais un bateau mais pas de voiture. Plus d'argent et il me restait 100 $ en poche que je dépensais pour acheter un costume parce que le seul métier que je pouvais exercer sur place, ne connaissant absolument personne, c'était la vente, et tout le monde recrutait des vendeurs mais véhiculés. Et je me suis dit, les seuls qui ne demandent pas ça, c'est le concessionnaire automobile. Donc j'ai frappé à la porte de tous les concessionnaires automobiles de Guyane. Et il y en a un qui a bien voulu me recruter comme vendeur secteur. Il m'interdisait de rester dans le showroom. Et j'ai commencé comme ça. C'est surprenant quand même, parce que je m'attendais à ce que vous me dites depuis l'enfance, les voitures, etc. C'est ça. Mais tout le monde est plus ou moins passionné par l'automobile, mais là, ce sont les circonstances de la vie qui font que. Et après, quand vous avez pris goût à une activité, à un secteur particulier, etc., c'est passionnant l'automobile. Enfin, je veux dire, je ne vends pas des assurances. Quand on parle à quelqu'un d'une automobile, le courant passe tout de suite. Dans les soirées, quand on échange, on parle de quoi?
Très souvent l'automobile. De football. Aussi, mais aussi l'automobile, très souvent. Donc ça prouve que c'est quand même aussi un sujet qui plaît à énormément de gens. C'est agréable d'échanger sur ce sujet-là avec les personnes. Et c'est pareil pour les collaborateurs. On a des passionnés dans les équipes. C'est extraordinaire de travailler avec des gens qui ont vraiment la passion et qui, bon, ils sont payés pour, c'est sûr. Mais en plus, ils ont le plaisir de pouvoir faire ça dans quelque chose qui correspond à leur passion. Donc c'est effectivement une activité passion, c'est clair et net. Okay, même si j'y suis rentré un peu par hasard, mais après on y prend goût et c'est ce qui vous motive après pour développer et aller plus loin. Avant cette arrivée en Guyane, vous aviez envisagé autre chose comme activité, comme métier? J'étais en Allemagne, j'étais responsable de zone pour une filiale du groupe Perrier. Donc c'est très intéressant parce que j'étais sur place quand il y a eu la chute du mur, donc mon secteur s'est doublé en une nuit. Grand moment. J'ai découvert donc tout le côté est et les conditions de vie qui pouvaient exister là-bas. C'était à Berlin? Non, j'avais la responsabilité du quart nord de l'Allemagne pour Perrier. Très bien. Alors, lorsque vous observez le marché automobile en Europe, en Outre-mer, aux Antilles, où vous exercez votre activité, qu'est-ce qui vous frappe particulièrement aujourd'hui, et notamment en ces temps de crise sanitaire? Sur le marché automobile lui-même, c'est un peu comme dans beaucoup de secteurs, ce sont des bouleversements déjà qui étaient entamés avant le Covid et qui, avec le Covid, se sont accentués et accélérés. Donc les changements, vous les connaissez, hein, c'est l'orientation vers l'électrification, les hybrides, les changements de comportement aussi de la clientèle, des modes de financement probablement qui vont suivre cette évolution-là, et des changements très très forts pour l'industrie elle-même. Changements auxquels nous n'échappons pas, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement au niveau hexagonal ou européen, ça nous concerne aussi. Vous les sentez? Ça va forcément nous concerner, puisque déjà les constructeurs passent tous à l'électrique. Donc, ils ont une date butoir d'ailleurs. Voilà, c'est ça. L'Europe a fixé une date butoir et les constructeurs s'y sont alignés. Par exemple, BMW a arrêté la fabrication de moteurs thermiques à Munich. C'est quand même l'endroit, le berceau de la marque, et pour consacrer ce lieu à la fabrication de véhicules électriques. Donc ce sont des décisions lourdes et on voit bien que la direction qui est prise, il n'y aura pas de marche arrière. Donc c'est juste une question de temps et de savoir comment s'organise l'évolution du secteur automobile dans les années qui viennent pour atteindre cet objectif-là. Mais on n'aura pas le choix. Est-ce que les acheteurs, déjà, à votre niveau, ont bien conscience de ça et que ça se sent sur leur comportement aujourd'hui? La conscience, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui on a affaire à des acheteurs qui sont très bien informés, qui connaissent bien les choses. De toute façon, c'est simple maintenant avec le smartphone, même quelqu'un qui ne connaît pas, il le sait, il a les bonnes informations au bout de 10 minutes, même pas. Donc la conscience, c'est sûr. Après, c'est la mise en œuvre. Si vous achetez une voiture électrique, est-ce que vous avez une solution de recharge chez vous au bureau? Une question qui peut se poser et qui va se poser encore pendant quelques temps, même si la situation s'améliore fortement. Et ça peut être un problème pour quelqu'un qui vit en appartement il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'il y ait des prises électriques, etc. Mais il y a des solutions qui se présentent aujourd'hui et ça va de mieux en mieux. D'accord. Donc il y a la conscience, c'est sûr. Il y a l'intérêt aussi pour certains qui sont vraiment convaincus et motivés dans ce sens. Il y en a de plus en plus, parce qu'il y a quand même des avantages forts pour l'électrique, notamment en termes de couple, hein, c'est très très agréable, hein, et de silence, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup d'arguments positifs en la faveur. C'est simplement une question pratique de comment je peux utiliser un véhicule électrique au quotidien. Il y a la taille de nos îles aussi. De bout à l'autre de l'île, ça fait pas beaucoup de kilomètres. Voilà, ça c'est un avantage, hein, puisqu'on n'est pas quand même trop là à se poser des questions. Bon, si je pars en vacances avec la voiture, je dois faire 1000 km, comment je fais? Je vais rester des heures à la borne, à attendre mon tour, etc. C'est pas un problème ici. Donc c'est vrai, vous avez raison, c'est un argument. Très bien. Et est-ce que, s'agissant par exemple du parc de recharge électrique, je sais que dans plusieurs territoires, singulièrement la Martinique, la Guadeloupe, il y a du travail qui est fait, notamment je pense à quelqu'un qu'on avait invité ici, Franz Ebader d'Easy Drive par exemple. Est-ce que sur les 3 territoires sur lesquels vous êtes, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin,
on a fait des efforts de ce côté-là et que ça va dans le bon sens. Oui, ça va dans le bon sens en Martinique et Guadeloupe, c'est certain. Saint-Martin, un petit peu moins pour l'instant, mais bon, ça va suivre. Ça peut aller vite. Ça peut aller relativement vite, ouais. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des choses qui étaient déjà entamées avant la crise sanitaire. Mais depuis la crise sanitaire, on entend beaucoup dire les choses ne seront plus, il y aura un monde avant et un monde après. Vous vous situez dans quelle catégorie en termes de croyance, si j'ose dire? C'est certain que ça a modifié beaucoup de choses et durablement. Donc, je le vois plus comme un accélérateur en fait des processus qui étaient déjà engagés. L'écologie, l'environnement, etc. La volonté de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de véhicules thermiques qui circulent existait déjà avant. Mais là maintenant, c'est vraiment fortement accéléré. Et vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'on peut y résister et on est captif pratiquement. Ça ne va pas évoluer différemment et on a intérêt à accompagner le mouvement. Disons que les constructeurs sont soumis à la réglementation européenne notamment, pas que, mais chaque pays, chaque continent a ses contraintes. En Chine, c'est quelque chose qui est une contrainte forte et ça n'a rien à voir avec l'Europe et pourtant ça existe. C'est aujourd'hui un des principaux marchés automobiles dans le monde et les constructeurs sont obligés de s'adapter à ces facteurs-là. Après le reste, ce sera une question de temps pour savoir comment s'accompagne justement l'augmentation du nombre de bornes et de solutions de recharge. Mais ça c'est bien en cours, je trouve que ça prend la bonne direction, ça prend un peu de temps, c'est sûr. Il y a le réseau d'électrification aussi, pour ceux qui veulent charger à la maison, qui peut poser problème, puisqu'aujourd'hui il n'est pas structuré pour dans nos îles. Mais il y aura forcément une solution qui va devoir se présenter, sinon... On sera coincé. Les pouvoirs publics, d'après vous, y compris au niveau local, vous avez le sentiment qu'ils accompagnent un peu le mouvement, qu'ils sont bien conscients de ça et qu'il faut accompagner tout ça? Là aussi, je pense qu'ils sont très conscients, puisqu'il y a eu de nombreuses réunions sur ce sujet déjà il y a quelques années en arrière. Mais c'est comme souvent une question de finances. Donc il faut trouver des solutions qui accompagnent ça, sinon c'est pas possible. Donc, mais au niveau des concessions, quel retour vous avez auprès de vos vendeurs, notamment de la part de ceux qui viennent voir? Parce que c'est une chose, ils sont conscients, vous avez dit qu'ils ont tous ces smartphones, ils sont au courant, mais qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils viennent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont singulières en fonction des territoires, qui remontent? Mais par rapport aux véhicules électriques? Exactement. Par rapport aux électrique, ça peut être électrique tout court, 100% ou hybride par exemple. Oui, hybride, pose moins de questions parce qu'au contraire, ça offre plus de liberté. Quand vous êtes un hybride, même si les stations de service sont fermées pour une grève ou autre chose, continuez à rouler. Bon, ça c'est plutôt un plus. Non, ce qui inquiète les gens, effectivement, c'est toujours l'autonomie. L'interrogation de savoir est-ce que je ne vais pas tomber en panne d'un côté ou de l'autre, etc. Donc effectivement, ça a moins de risque de se produire dans nos territoires qu'en métropole sur de longs trajets. Souvent, c'est ça la principale question, la principale interrogation, le principal frein. Mais quand il y a une solution de recharge chez soi ou au bureau, on a aujourd'hui des véhicules qui ont 500 km d'autonomie. Sur nos territoires, ça suffit largement. Voilà, donc il n'y a pas de... Alors, vous disiez effectivement l'hybride, ça peut être intéressant parce qu'on peut jouer sur les deux tableaux, sauf que le tableau, le premier, si j'ose dire, c'est-à-dire le carburant, aujourd'hui, depuis quelques semaines, il part en flèche. Est-ce que déjà, sur ce point-là, ça a permis de booster les ventes d'hybrides ou d'électriques? Comment vous analysez les choses? C'est difficile de mesurer ce qui booste, puisque l'électrique c'est plus 100% par rapport à l'an dernier, même si on parle de petits volumes. Donc il y a quand même une explosion des ventes sur ces modèles-là. L'hybride aussi se développe beaucoup à cause des entreprises, parce qu'ils n'ont pas envie de payer la TVS pour un véhicule genre un SUV, quelque chose de cette dimension-là. Donc tout ça se développe. Le prix du carburant, vous avez raison, ça va être très clairement un facteur qui va pousser les gens à remettre en question leur choix et de faire des calculs. Et ils ont commencé? Oui, ils ont commencé. Maintenant, encore une fois, il y a des freins qui ont besoin d'être levés. Notamment savoir si on a assez de parcs, etc. Et puis rassurer, puisque là je vois qu'il y a de plus en plus de bornes qui sont installées et les gens ne savent pas forcément. Donc quand on leur explique ça les rassure. Mais encore une fois, c'est un enjeu. Mais c'est davantage la question, est-ce que je peux recharger chez moi ou au bureau? De plus ça, une fois que ça c'est réglé,
avec l'autonomie des véhicules électriques aujourd'hui, le reste est peu... Et vous donnez l'exemple sur ces questions d'utiliser une voiture électrique ou pas? Alors, ça m'est arrivé. Mais ça veut dire que Ça vous m'est préférez arrivé. plutôt le moteur thermique? Non, non, pas du tout. C'est que simplement, j'en ai souvent moins pour l'instant. En tout cas, en termes de disponibilité, là, on a fait le lancement du X3 il y a quelques mois, il se vend très très bien. Et tout ce qui arrive repart tout de suite. Donc, j'en ai pas en stock. On en a gardé un pour les essais, donc il reste à la concession. Donc ça marche Voilà. bien, quoi. Oui, oui, ça marche bien. Ça marche bien. J'ai noté d'ailleurs sur Internet que vous vendez aussi des motos, c'est ça? Oui. C'est des BMW Oui. comme marque, hein, BMW. c'est ça? Mhm. Et ce marché-là, ça donne quoi? Bah, ce marché-là se porte bien, hein, et là aussi il y a une tendance électrique aussi qui se présente. Ah bon? Donc oui, oui. Y compris pour la... Y compris Et ça pour fera BM. moins de bruit? Ah, alors ça, effectivement, c'est une remarque, très bonne remarque. J'ai d'ailleurs, au lancement du X3, eu un client qui m'a dit, ah, moi ça fait 20 ans que je suis client BMW, et vous savez ce que j'adore chez BMW? J'ai dit, non, ah, bah, c'est le bruit que ça fait. Et on était en train de présenter le X3. Donc, Il avait quel âge à peu près? le monsieur, il a mon âge, il a la cinquantaine, oui. D'accord. Non, non, je dis ça parce que j'ai l'impression que plus on prend de l'âge, plus le bruit devient insupportable. Et parce que beaucoup de personnes pourraient considérer que c'est une bonne chose, justement, il y aura trop de bruit, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est en Guadeloupe, où vous vivez plus qu'en Martinique aujourd'hui. Lorsque vous voyez des motards qui passent avec des bruits, des pétarades pas possibles, ça vous fait quel effet? Vous me dites que vous ne les vendez pas, ceux-là, c'est ça? Non, non, je pense pas, non, que ce soit ça qu'on vende. Non, mais comment dire, ça va être une histoire du passé, ça, de toute façon. Ouais. Vous pensez ça? Bah, c'est sûr, puisque les moteurs thermiques vont disparaître. Donc à partir de là, on est obligé d'inventer des bruits pour les véhicules électriques, pour que les piétons se rendent compte qu'une voiture approche, ou que le conducteur se rende compte qu'il est vraiment en accélération, etc. Donc, mais c'est un autre confort. C'est autre chose. Donc on est vraiment dans autre chose. Je pense que les gens auront le plaisir effectivement de l'accélération, enfin du couple qu'on peut vivre quand on conduit une 100% électrique. Et ça c'est quand même énorme. Oui, il y a quelque chose à découvrir là. Oui, et c'est ça peut être du domaine du plaisir. Ah mais ça l'est complètement. Ouais. Ouais, je suppose que vous avez déjà essayé les véhicules électriques. Oui, oui, tout à fait. Vous avez mesuré la différence et c'est vrai que c'est un vrai plaisir quand vous avez un véhicule puissant, c'est top. D'accord. Et quand on propose, parce qu'on a bien compris la nécessité à cause du réchauffement climatique ou du changement climatique, comme on voudra, qu'il y a cette volonté de faire en sorte qu'on ne produise pas trop de CO2, etc. Est-ce que sur cette question-là, en tant que chef d'entreprise, notamment vendant des automobiles, vous êtes non seulement conscient, j'en suis sûr pratiquement, mais l'importance de cela, de changer de comportement? Oui, de toute façon ça s'impose à tout le monde. Alors du coup... par exemple, chez BMW, il y a des normes à respecter, que ce soit pour réparer une voiture, la vendre, etc. Mais aussi pour le bâtiment, par exemple, ce qui fait que les panneaux solaires sur le véhicule, le bilan énergétique du bâtiment doit être intéressant. Et on a ce type de contraintes, y compris de la part du constructeur. Donc, en tout cas, c'est une tendance lourde, c'est une tendance de fond auquel on ne pourra pas échapper. Encore une fois, c'est quelque chose avec lequel on doit compter, mais qui est c'est pour l'avenir. Hein, donc il faut, je pense qu'il faut prendre ça de façon positive. Et puis après, c'est une question d'adaptation. Et c'est tout l'enjeu en fait. Très bien. Je voulais quand même revenir à la question du marché. On a peu évoqué, compte tenu de la situation. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peine un peu, que ça bouge? Quel est votre position? Sans dévoiler vos secrets, je suppose, mais en général, je suppose qu'on ne dit pas toutes les choses à cause de la concurrence. Mais comment vous vivez les choses aujourd'hui? Donc ça bouge toujours vers l'électrification. Je vous l'ai dit, les parts de marché actuelles sont relativement petites, mais en très forte progression. On peut signaler que, j'ai vu ça ce matin, que la Tesla 3 a été la voiture la plus vendue en Europe sur le mois de septembre. C'est une première historique. Voilà, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc on est vraiment dans un mouvement là qui est passionnant, hein, parce que les possibilités derrière sont infinies. C'est vraiment une révolution du secteur. Donc oui, on est
est complètement dedans. Il n'y a pas le choix. C'est une préoccupation d'ailleurs de s'adapter à ça. Oui, On est d'accord sur le but, mais il faut qu'on arrive à accompagner. Ça vous intéresserait éventuellement de vendre des voitures comme ça? Vous avez parlé de Tesla à l'instant. Moi, je vends des BM et des Mini. Ça fait... C'est déjà très bien. Non, mais vous me disiez effectivement que ça laisse une marge de manœuvre assez... Parce que là, derrière ça, notamment si vous parlez de Tesla, il y a tous les éléments qui sont faits en matière de sécurité et autres lorsqu'on conduit ces voitures. Là aussi, vous avez le sentiment que l'automobile, d'une manière générale, ira plus dans ce sens-là pour tenir compte de ces réalités-là, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents, plus de sécurité ou des choses comme ça? Oui, mais ça c'est même, j'allais dire, c'est même inscrit enfin, c'est pareil, ça fait partie du programme. C'est sûr et certain qu'on y va, puisque à moyen long terme, de toute façon, il y aura moins d'accidents qu'avec une conduite humaine. C'est déjà le cas, hein, on le sait. Donc que ce soit pour la vie des gens, pour le coût de l'assurance, pour ce que ça implique comme dépenses en réparation, etc. C'est évident que c'est aussi le sens de l'histoire. Vous parliez de réparation et tout cela. Je ne sais pas si c'est vous que j'ai entendu qui disait ça, le fait que lorsqu'on lance une concession, une marque, on ne se lance pas comme ça dans une marque. C'est peut-être la réponse que vous avez pu me faire pour la Tesla d'ailleurs. C'est qu'il faut qu'il y ait tout un système derrière. Il ne s'agit pas de vendre des voitures, mais il faut qu'il y ait du stock de pièces détachées, etc. Comment ça se passe? C'est vraiment très compliqué cette affaire? C'est compliqué comme pour tout, quand vous habitez loin de tout. Donc c'est le cas de tous les Antillais. Hein. Il y a quand même un océan entre nous et la plupart des centres de stockage des grandes marques. Donc ça oblige les importateurs à stocker des pièces, ça les oblige à avoir tout l'outillage. Quand vous êtes concessionnaire en métropole, vous pouvez vous dépanner chez un concessionnaire à côté. Là, c'est pas possible. Il faut réparer la voiture maintenant, il faut avoir tout l'outillage. Donc ce sont des dépenses beaucoup plus importantes, des immobilisations financières beaucoup plus fortes et qui sont simplement liées à la contrainte de la distance. De l'éloignement. C'est tout. D'accord. Mais alors, puisqu'on parle justement de pièces détachées, vous savez ce qu'on dit habituellement, lorsqu'on entend nos compatriotes dans nos îles, c'est de considérer que les coûts des pièces détachées sont très très élevés. Vous leur faites la réponse que vous venez de faire, à savoir l'éloignement fait que, effectivement, le stockage, que ça ne peut que coûter cher, ou on peut trouver des marges de manœuvre? Disons que la difficulté, c'est que la plupart des pièces viennent effectivement d'Europe et qu'il faut les faire venir, il faut les stocker dans un bâtiment antisismique, il faut du personnel pour gérer ça. Quand vous êtes concessionnaire à métropole, on commande une pièce au dépôt, ça vous est livré le lendemain matin à 5 h du matin, il y a zéro stock. D'accord. Donc c'est difficile d'effacer un océan, quoi. Parce que vous avez, au-delà du fait du coût du transport, vous avez aussi le fait que les taxes s'appliquent au prix rendu ici. Donc ça amplifie encore les écarts de prix qu'il peut y avoir. Et voilà, donc ce sont des choses, on est très conscient que le prix des pièces détachées, c'est un élément important. Il y avait déjà une étude qui a été faite il y a quelques années, lancée par le gouvernement, qui avait été faite pour mesurer justement les écarts de prix entre la métropole et ici, notamment dans l'automobile et notamment sur les prix des pièces détachées. Et en fait, on s'est rendu compte que les écarts, quand il y en avait, étaient effectivement justifiés, et que les dépenses liées à l'automobile, en tout cas à son usage, étaient parfois plus importantes dans les îles par rapport à un usage différent du véhicule. Parce qu'il y a plus de personnes par véhicule, entre guillemets, parce qu'il y a du coup des trajets, on fait paradoxalement plus de kilomètres en moyenne aux Antilles par automobiliste qu'en métropole. Donc du coup forcément l'usure est plus forte, vous avez des dodanes qui sont plus élevés, qui ne sont pas du tout réglementaires, vous arrivez avec un SUV qui fait 2 tonnes dessus, vos amortisseurs, vos trains, machin, ils souffrent, d'accord. Vous avez la chaleur, vous avez... la qualité des routes. Aussi, ça peut évidemment, si vous avez des nids de poules, des choses comme ça, qui se développent bien plus vite qu'en métropole, à cause de la météo. Donc vous avez plein de facteurs qui s'additionnent, qui se cumulent.
et qui produisent effectivement ce qui n'est pas qu'une impression. On est bien conscient que ça représente une part importante du budget. C'est pour ça que, alors si on peut dire quand même, on essaie d'intégrer tous les frais d'entretien dès le départ, donc au moment de l'achat du véhicule par contrat d'entretien. De façon à limiter un peu cet effet. De façon à ce que quand on a payé sa mensualité, on ne se pose plus la question de savoir si on doit amener sa voiture en révision ou pas, c'est déjà payé. Voilà. Donc ça, c'est une option qui me paraît vraiment importante parce qu'on se constate que le reste à vivre est de plus en plus réduit aux Antilles parce qu'il y a beaucoup de prélèvements dans tous les sens, téléphone, internet, etc., Netflix, tout ça. Et à la fin, ça fait moins de reste à vivre. Donc autant que tout soit bien englobé et qu'on soit tranquille après. Et vous avez ça en tête, lorsque dans votre démarche, vous intégrez ces éléments-là? Mais c'est fait déjà. C'est ce qu'on a fait. Non, c'est fait. Si vous venez. Oui, et vos concurrents font la même chose, d'après vous? Je pense que c'est le même problème. Donc, je pense que tout le monde travaille dans le même sens pour pouvoir le faire. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de changements dans un propos préliminaire. Vous disiez qu'il y avait peut-être des changements de vision, de manière de faire par rapport aux véhicules. Et me vient à l'esprit ceux qui considèrent aujourd'hui qu'ils n'ont pas envie d'acheter une voiture comme ça. Ils préfèrent faire du leasing ou autre formule. Par rapport à ces formules, y compris celles qui émergent aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça, c'est encore un sujet, c'est une tendance lourde, on va vers cette direction. Il y a toujours un petit décalage entre ce qui se passe en métropole et aux Antilles. Après, une question de vision différente aussi de l'automobile. Je pense que les gens préfèrent être propriétaires de leur voiture, avoir son nom sur la carte grise. Ça a encore une signification, ce qui est moins le cas en métropole. D'avoir le nom de la société de financement dessus, ça les gêne moins. Et ici, c'est différent. Il y a encore beaucoup de gens qui sont réticents à dire bon, je paye tout ça, c'est ma voiture, c'est pas celle de la banque, donc je préfère avoir ça comme ça. Mais il est vrai que le système de LOA, etc., est construit aussi de façon à être plus simple à gérer. Et pour ceux qui changent de voiture tous les 3-4 ans, ça peut être une formule intéressante. Mais là, c'est vraiment une question de vision de comment je vois l'achat de la voiture. C'est ma voiture, ou est-ce que c'est une consommation normale, j'en change tous les 3 ans et puis je passe à autre chose. Mais il y a ceux aussi, et ça vient d'ailleurs du monde numérique, où on n'a pas nécessairement aussi l'envie de posséder et de partager. Est-ce que vous sentez que ceci arrive déjà dans nos territoires ou que ça peut arriver? Est-ce que vous préparez à ça? Parce que ça aura un impact bien sûr sur la vente automobile. Oui, c'est déjà le cas, de toute façon. Il y a de plus en plus de ventes en LOA. Ça, c'est certain. Et ça va continuer. On a encore un décalage par rapport à la métropole, mais on suit la même tendance. Lorsque vous regardez les manières de conduire en Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a des choses qui vous frappent? Vous voyez la différence dans nos territoires? Quoi, entre les trois? Oui, les trois. Puisque je vous dis les trois parce que c'est là où vous êtes. Oui. Entre Guadeloupe et Martinique, j'ai pas. Non. Vous avez peut-être des choses à m'apprendre, je ne sais pas. Saint-Martin, c'est différent parce qu'il y a 2 territoires, parce que l'état des routes n'est pas forcément le même d'un côté ou de l'autre, et que, faut peut-être être plus prudent. Je sais pas si les motos, par exemple, à Saint-Martin, c'est un peu plus compliqué de rouler à moto. Vous avez des trous, tu veux partout. Bon, c'est tout. Après, non, je vois pas de différence notable entre Guadeloupe et Martinique. Peut-être que vous êtes de notre avis, je ne sais pas. C'est pas très important mon avis, mais dites-moi une dernière chose peut-être. Comment vous voyez les choses maintenant? Là, on est encore en pandémie, on connaît les situations dans nos îles, s'agissant de la crise sanitaire bien sûr. Lorsque vous projetez face à toutes ces difficultés qu'on a aujourd'hui pour l'avenir, qu'est-ce que vous dites? Vous avez des raisons d'espérer, vous, en tant que chef d'entreprise, concessionnaire automobile? Donc sur le secteur automobile pur, si on ne parle que de ça. Bon, encore une fois, les enjeux sont juste énormes. Le Covid est venu accentuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces transitions qui de toute façon étaient, on va dire, dans les tuyaux. Donc après, tout va dépendre de l'agilité que pourront avoir les entreprises pour s'adapter à ça. Et puisque ce changement-là, il est assez incontournable, c'est juste la question de savoir si on va être en amont du changement ou derrière. Voilà, alors il y a peut-être des groupes... on a intérêt à... On a intérêt à être devant, à anticiper ce qui arrive et à être prêt pour ce que vont demander les consommateurs. Parce que, contrairement à ce qu'on pense peut-être parfois,
souvent les consommateurs ils sont davantage prêts au changement que le secteur lui-même, que le professionnel lui-même. Même s'il y a des réticences au départ, lorsque c'est parti, ça ne s'arrête pas. Oui, bon, on l'a bien vu avec les smartphones, les applications, etc. Bon, il y a une aisance dans ça. Vous avez vu le développement d'Uber. N'importe qui va à Paris utilise Uber. Et ça, voilà, on ne se pose pas de questions. Donc voilà, la question c'est plus pour les professionnels, comment on propose, voilà, comment on s'adapte et comment on accompagne ça pour l'avenir. Ouais. Merci Rudolf Sperr d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le PDG donc, de ces concessions automobiles BMW et Mini sur la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin. Merci encore. Merci à vous.